Bienvenue à tous, merci de la fidélité, merci de cette confiance renouvelée en 2022, la première émission qui vous permet d'entrer plein pied dans cette année que nous avons commencé il y a à peine 3 jours. Nous allons commencer avec de l'optimisme, mais aussi un peu de critique, parce que les Congolais de la diaspora qui manifestent l'envie de revenir chez nous rencontrent énormément de difficultés. D'abord, au niveau administratif, ensuite au niveau de leur propre famille, lorsqu'ils ont envie d'investir ici, ils n'ont pas la chance ou plutôt la possibilité de le faire avec beaucoup de facilité. Alors on va essayer de voir comment préparer ces retours, comment ça se passe dans la diaspora, mais également comment décourager au niveau de notre administration toutes ces tracasseries qui empêchent effectivement les Congolais d'entreprendre. Il y a un Congolais qui est parti de chez nous depuis plus de 8 ans maintenant, bien intégré aux États-Unis. Il est enseignant là-bas. Il est même d'ailleurs, on va dire, international parce qu'il s'est marié avec une étrangère. Vous savez, vous qui pensez et qui parlez de père et de mère, vous voyez que les enfants de ce couple auront aussi la possibilité de revendiquer des postes à responsabilité ici chez nous. Notre invité, c'est Francis Manga. Bienvenue. Merci, monsieur Jean-Marie. Bonne année. Alors, on vous suit certainement maintenant là aux États-Unis. Comment ça se passe là-bas d'abord? Bienvenue sur Télé 50. Merci beaucoup et je vous remercie aussi pour l'opportunité que vous me donnez. Oui. Cette première émission de 2022. Vous avez la chance. Hein? Merci vraiment. J'ai quitté le Congo le 4 février 2012. Donc aujourd'hui, ça fera 10 ans. 10 ans. Ah oui, c'est le 4 février 2022. Donc c'est 10 ans après. Mais vous avez eu la chance d'aller aux États-Unis et vous êtes intégré déjà là-bas. Ouais. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Et je comprends d'ailleurs la raison pour laquelle nos frères et sœurs congolais qui voyagent à l'étranger, surtout aux États-Unis, oui, ils ont beaucoup plus de difficultés. Des langues, par exemple. L'intégration s'est fait facilement peut-être en France, hein, oui, parce que vous parlez la même langue. Mais là-bas, chez nous, c'est l'anglais. Alors, comment expliquer que les gens ont tendance à vouloir quitter le pays? À partir d'ici, il n'a pas de diplôme, il ne parle pas l'anglais, il n'a pas de métier. Pourquoi vouloir partir? C'est ça le comble. Et je ne sais pas si les gens ont vraiment une vision. Nous autres qui sommes là-bas, nous voulons rentrer au pays. Parce que même moi, quand je parle anglais, je suis un peu intégré, mais je ne me retrouve pas aux États-Unis. Ah oui? Ah ben non, je ne me retrouve pas. Si je dis je ne me retrouve pas, ce n'est pas en termes financiers. Mais la culturation. L'intégration là que nous sommes en train de parler... Est-ce que les Américains vous acceptent facilement? Non, non. Vous devez vous battre pour vous faire accepter. Nous tous, quand nous venons là-bas, il y a déjà un système établi pour que les Noirs, beaucoup plus les réfugiés, les asilés, qui viennent chez nous, travaillent dans des manufactures. Dans des usines? Dans des usines. Moi, je travaille, j'avais déjà un master. C'est-à-dire les travaux manuels? Les travaux manuels, vous êtes obligé de le faire. Vous êtes obligé de le faire. Moi, quand je suis allé, c'était le système, hein, comme je vous dis. Ce qu'on appelle les Libanga. Les Libanga. Nous tous, nous devons le faire. Petit boulot. Petit boulot. Mais j'ai dit, je parle anglais, mais pourquoi je dois aller travailler là-bas? Non, ça, c'est ce que tout le monde fait. Je suis allé, j'ai travaillé dans Green Mountain Coffee, là, on fabrique des cafés. J'étais machine operator. Donc, j'ai travaillé dans les machines, tout ça, pour arranger des cafés qui venaient pendant 1 année et 6 mois. C'est fatigant, hein? C'est très fatigant. Et puis, j'ai travaillé la nuit, de 18h à 7h. Mais après 6 mois, je me suis dit, non, ça, c'est pas moi. Je ne peux pas faire ça. Parce qu'on rappelle quand même qu'avant de partir, vous étiez au cadre ici, vous avez travaillé à la primature, vous étiez bien formé. Arrivé aux États-Unis, vous n'avez pas revendiqué d'aller travailler à la primature au département d'État ou aller travailler à la Maison-Blanche. D'ailleurs, j'étais vraiment pas seulement cadre ici, j'avais aussi étudié en Corée. Le gouvernement congolais m'avait envoyé pour que je parte faire ma maîtrise, la première maîtrise. En Corée? En Corée, en politique de développement. Donc j'avais un peu... J'étais déjà cadre. Quand je suis rentré au pays, bon, il y avait des problèmes politiques, je devais quitter. Mais quand je suis arrivé là-bas, je ne me retrouvais pas. Franchement, je ne me retrouvais pas. Donc, ceux qui nous suivent en ce moment, ici au Congo, surtout les jeunes à l'intérieur du pays, qui vous voient maintenant, bon, ils vont toujours nous dire, oui, vous voulez nous décourager, mais regardez, il est parti aux États-Unis, il est revenu, bien habillé, il est en bonne santé. C'est que ça veut dire qu'on peut trouver mais quelque chose là-bas. Il y avait des gens que j'ai trouvés là-bas, qui sont toujours là-bas aux États-Unis. Que vous avez laissés là-bas? Je les ai laissés là-bas. Et ils vont rester là-bas. D'ailleurs, il y a beaucoup des amis qui ont la mentalité pour dire, qu'est-ce que je vais rentrer faire au Congo? Ils ont l'argent. Hein. Je vais jamais retourner là-bas au Congo. Il y a les moustiques, tout ça. Ah bon? Donc ils parlent de leur pays comme ça? C'est ça, c'est ça. Je vous dirais, M. Jean-Marie Kassamba, l'image que nous
Projetons. Nous projetons à l'étranger. C'est nous-mêmes, c'est notre faute. Les Blancs voient le Congo de la manière dont nous le transmettons, de la manière dont nous leur donnons. Je m'excuse pour mon français, hein. Ça fait un peu longtemps que je ne parlais pas. C'est l'influence de 10 ans aux États-Unis. Ah oui, c'est ça. Mais donc, moi, je suis resté 30 ans en Europe, mais je parle avec un petit accent tchoulouba. Ah non, tu parles un bon français. Voilà. Franchement. Question, quand même. Il y a des Congolais aujourd'hui qui passent le plus clair de leur temps à dire qu'il y a du mal de leur pays. À dire on est centre mondial des viols, on est un pays sous-développé, c'est sale chez nous, il n'y a rien du tout, les politiques sont des margoulins, etc. Quel effet que ça fait au niveau international, vous qui vivez aux États-Unis? Quelle image ça projette à l'extérieur? Une mauvaise image. Je vous dirais que je suis dans un petit État au Vermont. C'est le deuxième petit État des États-Unis. Donc il y a vraiment des conservateurs, c'est les Blancs. La majorité des Noirs qui sont là, ce sont des Soudanais, les Somaliens et les Congolais. Dans cet État? Dans cet État. Ce sont des réfugiés parce que c'est un État qui accepte les réfugiés ou les immigrants. Alors, je suis arrivé, j'ai trouvé une grande communauté de Congolais au Vermont. Comment vivent-ils? Ah ben, chacun vit chez soi. Hein. Alors, j'ai demandé, si je suis venu ici, j'ai besoin d'aide. Comment prendre des bus, comment acheter des véhicules, comment vivre ici au Vermont. Je peux aller voir qui? Aucune organisation congolaise sérieuse. C'est-à-dire les Congolais ne s'organisent pas? Ils ne voulaient pas s'organiser. J'ai demandé pourquoi on n'a pas d'organisation ici. Ils m'ont dit non, on avait essayé, tel avait pris la femme de tel, l'autre avait bouffé l'argent, ainsi de suite. Alors, des disputes inutiles. Maintenant, quand on a essayé d'organiser la communauté congolaise, aujourd'hui, je vous dis, nous avons une organisation dont j'étais le coordonnateur pendant 4 ans. Ah, très bien. Et on a organisé même les élections. Quand on organise les élections pour avoir un autre coordonnateur, mes amis propres me disent non, il ne faut pas laisser ça, tout ça, il faut toujours rester. Parce que l'idéal, c'est d'avoir aussi la démocratie. Nous vivons dans un pays de démocratie, surtout aux États-Unis. Donc il fallait vraiment essayer d'aider les amis. Est-ce que la discipline règne dans votre organisation là-bas? Est-ce qu'il y a une certaine structuration, vous cotisez, quand vous avez des cas de problèmes, il y a de l'assistance, etc. Il y a encore des jalousies, la femme de tel a pris la femme de l'autre, les dettes qui ne se remboursent pas et tout ça. Ça ne manque pas. Oui. C'est surtout ça ce qui nous a vraiment causé du tort. Mais quand il s'agit de contribuer dans des cas des assistances sociales, là, en tout cas, ça se passe très bien. Quand un Congolais perd... Il y a quelques photos que je vois là. Ça, c'est vous, ça? Ça, c'est moi en Corée. J'étais en Corée et je me suis aussi intégré en Corée quand nous étions là avec les amis. J'étais dans Koika. Koika, c'est une structure coréenne ici au Congo, dont j'étais le coordonnateur de tous les étudiants de cette année, 2013, 2012-2013. Et ça, c'est mon école, KD High School, dont j'étais le coordonnateur. Aux États-Unis? Ouais. Alors, parlons un petit peu de la vie aux États-Unis, parce que là, beaucoup de diaspora vous suivent, les gens ont l'idéal, ils rêvent. Pour vous, là, vous êtes la personne enviée. Vous êtes parti aux États-Unis, vous êtes professeur, regardez les milieux dans lesquels vous êtes, etc. Pourquoi vous décidez de revenir investir ici chez vous? D'abord, l'amour du pays. Je vous dirais la vérité que les Congolais aiment son pays parce que la majorité, je dirais 90% des Congolais qui vivent à la diaspora et surtout dans mon État, ils regardent les émissions congolaises. D'abord, Télé 50, c'est parmi les tops dont les gens regardent. Ils s'intéressent beaucoup plus à la politique et à la situation économique de leur pays. Alors moi, quand j'étais en train de chercher derrière une femme, avant de rencontrer ma femme béninoise, je lui ai dit que... Tiens, écoutez, on ouvre la parenthèse. on est à l'antenne ici, tout le monde nous suit. Chez nous, l'actualité ici, c'est de père et de mère. Mais vous ne prenez pas les risques, là, d'aller au Bénin? Oui. Vous allez compromettre vos enfants? Non, d'abord, l'amour n'a pas de frontières, ça c'est de un. Et de deux, il faut chercher dans cette question-là, j'ai compris qu'il y a des intérêts. Quel est l'intérêt que nous donnons à ces pays ici? Le nôtre. Le nôtre. La question majeure que j'avais posée, d'abord, moi-même, était... Voilà madame. Oui, ça c'est madame. Madame Blandine, mon épouse. Béninoise. La béninoise. Elle va faire beaucoup de jalouses au Congo. Elle a beaucoup contribué dans mon épanouissement aux États-Unis. Qu'a-t-elle fait? Allez, un peu de gentillesse. Elle a vraiment contribué.
J'étais dépressé parce que quand j'ai commencé à travailler là-bas, je ne voulais pas, je ne me voyais pas là-bas. Et elle avait déjà cette ONG-là où elle s'occupait de personnes vivant, disons, c'est ce qu'elle fait là-bas. troisième âge, oui, ça c'est ce qu'elle faisait. Et après, elle a voulu que nous puissions, que je puisse m'orienter vers les études, parce que c'est ce que j'avais vraiment en tête. Des études? Des études. Et elle m'a soutenu à cette époque-là, parce que je sais que les études, ça coûte vraiment cher aux États-Unis. Et je ne connaissais pas les systèmes. Je n'avais pas de véhicule. Et je me promenais en moto chez une maman, en vélo, pardon. Et tu sais on va lui donner la nationalité congolaise automatiquement. Ah bah oui, ça je vais vraiment demander. Automatiquement. Montrez-moi les couloirs comme ça, je vais aller demander pour elle. Ça, on va le faire. Oui, elle m'a beaucoup aidé. Et je suis Tant pis pour Noël Tchani. Noël doit faire un effort de réfléchir encore sur les intérêts du Congo. La question, est-ce que qu'ont fait tous les Congolais de père et de mère qui avaient dirigé le pays pendant 60 ans? Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils fait? Qu'est-ce que vous avez à dire à tous les Congolais de la diaspora là, qui vous suivent en ce moment, qui sont en couple avec les étrangers? Les femmes qui ont épousé les étrangers, les hommes comme vous qui avez une femme étrangère, qu'est-ce que vous leur dites maintenant là? Je leur dis de ne pas se décourager, parce qu'ils aiment leur femme, ils aiment leur épouse ou époux. Et ce que je vais leur demander, c'est d'inculquer à leurs enfants l'amour du Congo. Parce que c'est l'amour de ce pays qui va faire en sorte qu'ils puissent développer le pays. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes de père ou de mère congolais que vous allez arranger le pays. C'est parce que vous aimez le Congo. C'est la patrie. Aux États-Unis, tout le monde qui est né là-bas n'est pas de père et de mère américains. Obama, vous le savez qu'il n'est pas de père et de mère. Son papa Kenya. Son papa est un Kenyan. Et sa maman venait d'une île. Exactement. Donc, vous allez comprendre que c'est l'amour aucun Américain ne va parler du mal des États-Unis à l'étranger ou devant un étranger. Jamais. Alors, parlons un tout petit peu maintenant de l'entrepreneuriat. Ouais. Vous avez créé une entreprise là-bas aux États-Unis. Madame, votre épouse, vous complète. Et il semble que vous avez pensé quand même retourner au pays. Et je vois de poulet là. Ouais. C'est qui? C'est quoi? Pardon. C'est à qui ça? Maki Mboka. Donc, ça s'appelle comme ça? Maki Mboka. Oui. C'est un projet que nous voulons... nous avons déjà commencé avec ici au Congo. C'est installé ici à Kasangulu, où nous voulons... À quelques kilomètres de Kinshasa. Oui, à quelques kilomètres de Kinshasa ici, où nous voulons que les Congolais puissent consommer les produits congolais. Donc, c'est un projet qui va employer, je crois, 150 personnes. 150 personnes. 150 personnes. Donc, quand vous êtes là, vous êtes créateur d'emplois. Non seulement aux États-Unis, parce que là, j'ai 32 employés. Aux États-Unis. Aux États-Unis. J'ai une entreprise, Loving Home Care. On prend soin des personnes vivant avec handicap mental et physique, et aussi des personnes de troisième âge. Alors, je n'ai pas voulu seulement le faire là-bas. Au Bénin, nous avons aussi une petite entreprise. Ah, clin d'œil à madame. Ah oui, on a commencé là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait au Bénin? Notre pays d'adoption. Là, c'est l'élevage des porcs, et nous avons aussi quelques hectares de la production de l'igname. C'est ce qu'ils mangent là-bas chez eux au Bénin. Mais au Congo, on a voulu vraiment faire cela. Malheureusement, je vais vous raconter des anecdotes, Jean-Marie. Oui. C'est difficile. Je comprends pourquoi beaucoup de Congolais de la diaspora qui veulent venir investir ici ont du mal à le faire et ils rentrent. Parce que... Qu'est-ce que vous avez rencontré comme problème? Premièrement, j'ai acheté des matériels là, que vous voyez à l'étranger. J'ai dépensé 155 000 $ seulement pour acheter. Mais quand ça arrive ici, on me demande la moitié, presque la moitié. Qui vous demande la moitié? Voilà les conteneurs. On m'a dit que les déclarants, il y a un déclarant, tout ça, il faut donner l'argent à un déclarant, et puis le déclarant va chercher quelqu'un d'autre. J'ai dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un guichet unique où on peut aller? Oui. Non, il n'y en a pas, il faut toujours passer par quelqu'un. Et on a fini par payer 51 000 $. Alors, on a changé le personnel au niveau de l'OFIDA, l'ex-OFIDA. Ouais. Le président lui-même a dit qu'il va lutter contre la corruption. Alors, regardez cette caméra-là. Ouais. Adressez-vous au président de la République. Parce que vous êtes investisseur, vous êtes Congolais. Il a lancé l'appel que les Congolais peuvent revenir investir dans leur pays. Vous venez vous acheter ce matériel et on vous demande de payer la moitié pour de donner ce matériel. Dites-lui ça, il vous écoute. Il est au Kassai en ce moment, mais il nous suit. Monsieur le Président, je vais d'abord vous souhaiter de meilleurs vœux de 2022, mais vous êtes aussi de la diaspora. Vous connaissez les difficultés que nous rencontrons. Nous ne sommes pas les seuls pays
en Afrique où les gens dédouanent leurs produits. Si vous voulez commencer par lutter contre la corruption, vous devez d'abord essayer de changer la mentalité des gens que nous sommes qui sont à votre entourage. Et aussi la mentalité des gens que vous désignez pour travailler. Notamment aux douanes. Notamment aux douanes. Ce n'est pas possible que je puisse envoyer les mêmes matériaux ou matériels au Bénin et je paye 15 000 $ et que dans mon propre pays, je vais payer 45 000 $. Merci. Arrêtez-vous là. Je pense que le message est passé. Nous allons faire une petite enquête. Moi, je vais envoyer l'équipe là-bas pour regarder ces dossiers. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on lui demande la moitié de ce qu'il a dépensé pour acheter du matériel et faire venir ici. Si on veut créer de l'emploi, on ne peut pas décourager les Congolais qui sont motivés pour le faire. S'il a pris, s'il prend, alors bon, on les conjugue au présent, il prend cet investissement, il l'oriente au Bénin, chez madame. Vous allez vous-même dire, voilà les Congolais, ils n'aiment pas leur pays, la femme là, elle est celle qui dirige la famille, elle a pris notre frère, elle a pris son argent, elle a tout pris. Maintenant, il vient ici, voilà ce que vous faites. Bon, le message est passé. Revenons. Est-ce que c'est facile d'entreprendre ici chez nous, enfin, le secteur économique? Parce qu'on voit qu'il y a les Libanais, les Indiens, qui contrôlent quasiment les circuits de distribution ici. Quand vous allez vendre des œufs, vous allez les vendre plus cher ou moins cher? Non, on va essayer de vendre ça moins cher. On va à un prix abordable? On va vendre ça dans un prix abordable. Oui. Mais ce n'est pas facile d'entreprendre au Congo parce que ça m'a pris au moins 2 ans pour obtenir les documents. 2 ans? 2 ans. Pour faire ça? Pour obtenir les documents administratifs. Il paraît qu'il y a un guichet unique. Oui, guichet unique que Matata avait mis en place. On dit 48 heures, vous avez vos papiers. Et puis mon équipe me dit, à chaque fois que vous partez, vous payez l'argent, on vous demande 125 $ ou 200 $. Ça existe encore ça? Et il faut toujours soudoyer, donner à... Motalikasu. Motalikasu. Bon, ça, c'est vraiment, je ne sais pas. Ça, quand on dit que les dirigeants doivent changer, mais c'est nous-mêmes qui devons changer, M. Les Congolais. Nous-mêmes qui devons changer. On est venu à l'aéroport, une autre anecdote. On descend, on a fait, je crois, 16 heures du temps de vol. C'est loin les États-Unis. C'est loin pour arriver ici. Mais est-ce que vous pouvez imaginer qu'on arrive ici, mais on fait 3 heures du temps pour apprendre nos bagages? Pourquoi? Je ne sais pas. On attend, on dit qu'on doit attendre, les valises, les bagages sont là, nous sommes là dans le carrossol. Il n'y a pas de valise. On attend 3 heures du temps. Donc, pour sortir les bagages de l'avion, mettre à la disposition des passagers 3 heures. On attend quoi? Bon, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas encore retrouvé mes 2 valises, hein, j'attends toujours. Non. Et quand j'appelle, il n'y a pas un numéro où on peut demander, ce sont des numéros personnels. RVA. Des numéros personnels. J'appelle un monsieur, il me dit non, je suis encore en ville, aujourd'hui je ne travaille pas, il faut venir passer demain. Lui, il est en ville. Lui, il est en ville, il faut passer demain. Et je pars à l'aéroport, quelqu'un me dit non, ici il n'y a pas de documents. Attention, on est suivi partout dans le monde. Je m'excuse en tout cas. On arrête. Je m'excuse. Le massacre. Bon. On arrête le massacre. Mais c'est quand même notre pays. Ce sont des choses que j'ai vécues. Je voulais un peu savoir, l'une des réalités de vous investisseurs, ceux qui revenaient au pays, c'est aussi les gens que vous mettez pour encadrer ou gérer vos affaires. Oui. Est-ce que c'est facile de trouver une équipe qui peut faire la continuité de vos affaires? Parce que vous êtes aux États-Unis, vous avez des affaires au Bénin. Vous n'allez pas vous départager. Non. Le recrutement se fait comment? C'est difficile, hein, Jean-Marie, parce que d'abord, pour trouver des bonnes personnes pour diriger ou encadrer votre vision, vos investissements. Votre vision. C'est difficile. J'ai eu des problèmes familiales parce que quand vous voulez mettre les membres de la famille, vous ne voulez pas mettre les membres de la famille, c'est tout un problème dans la famille. Il y a des revendications. Il y a des revendications. Comment ils ont vendu tout ça? Ton fils, ton petit frère est là. Il y a au les chômage. cousins là-bas au chômage. Tu vas aller prendre d'autres Mais personnes. les cousins là qui est au chômage, il n'est pas compétent. Exactement. Il ne sait pas gérer. Exactement. Vous le prenez, vous le mettez dans l'entreprise. Il dit que c'est le bien familial. Voilà. Il commence à gérer comme il veut. Voilà. Il vient en retard. Il dépense comme il veut. Ça, c'est pas seulement un problème congolais. Je l'ai vécu au Bénin. Aussi. Quand j'ai commencé, madame a amené ses frères et tout ça pour commencer. Après une année, bon, c'était catastrophique. Et je devais prendre une décision, comment on appelle ça, executive decision, d'enlever tout le monde. Parce qu'il y a de l'argent d'investir. Et on a cherché des structures pour engager des personnes compétentes qui n'ont rien à voir de la famille. Même si c'est une des raisons qui décourage des gens de revenir. Exactement. Hein? Exactement. Je ne dis pas que tous les membres de la famille sont des incompétents. Oui. Il y a des gens qui sont incompétents. Mais il faut suivre des règles. Qu'est-ce que vous préconisez, vous?
que si vous voulez investir dans votre pays, embauchez plus les gens qui sont compétents d'ailleurs, qui soient au pas de la famille, mais qui sont d'abord compétents, ou complètement, vous donnez vos affaires à une équipe, et puis la famille peut se retrouver d'une manière ou d'une autre, Oui, en dehors de l'entreprise. La famille doit se retrouver d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent venir intégrer l'entreprise. Mais pas venir faire la loi. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce que vous êtes mon frère, mon cousin que je dois vous engager. Si vous n'êtes pas compétent, je suis désolé. Ouais, Vous savez qu'on est en direct je sais. et qu'on est suivi partout dans le monde. Il y a maintenant des questions qui commencent à tomber. Ok, allez-y. Il y a Patrice Kayamba qui est à Pretoria, en Afrique du Sud, Oui. qui dit quel est le modèle de développement que vous proposez pour l'émergence de notre pays? Voilà. Nous ne pouvons pas commencer le développement au niveau fédéral. C'est ça aussi, hein, nous sommes au niveau fédéral, au niveau central. Moi, personnellement, je demanderais que les développements commencent dans la base. Oui. On venait ici, dans nos avenues. Je ne pense pas que les bourgmestres ont vraiment le pouvoir. Parce que c'est Ici là où- au Congo? Ici, je ne pense pas. Les bourgmestres des communes. Parce que c'est ça où on voit les développements. Mais le gouverneur de la ville leur a donné... Mais non, les gouverneurs de la ville, c'est la ville, c'est la capitale. C'est pas ça qu'on va voir les développements. Ça, ce sont des grands travaux. C'est dans la base. C'est le gouverneur, c'est les chefs des quartiers. Nous, chez nous, nous avons des réunions chaque... Comment ça se passe aux États-Unis? Il y a des chefs des avenues, il y a des chefs Ce qu'on appelle ici les chefs de quartier. des quartiers. Où à chaque mois, ils vous donnent les rapports des finances, par exemple, de votre quartier. Les investissements. Les investissements. On a arrangé telle rue. Exactement, on a mis telle de avenue. l'électricité. Et puis vous aussi, vous faites aussi vos demandes. Non, tu sais que s'il y avait un peu de problèmes, il y a un problème de nourriture pour les enfants à l'école, tout ça, on va augmenter les budgets pour ça. Chez nous, c'est Tshisekedi qui doit donner. C'est qui doit dire à tout le monde, c'est pas ça. Les modèles de développement là, ça va vraiment pas nous avancer. Yaoundé, on est suivi par Yolande, une dame, Yolande Kaboulou, qui dit, Monsieur Francis, pourquoi vous avez choisi Kassangoulou pour investir votre entreprise? Bon, on avait acheté un terrain ici à Sélé, je crois à Lingundu ou quelque chose comme ça. Oui. Un terre de 2 hectares et demi. Quand on a voulu commencer la construction, il y avait des problèmes. Je crois qu'il y a 2 entreprises qui se chamaillaient. Ils se chamaillaient des terres. Et nous étions au milieu. Notre terre est jusque-là au milieu. Il paraît qu'il y a 2 entreprises qui sont en train de se Problématiques. chamailler. Ils sont problématiques. Moi, j'ai dit, nous avons tous nos documents légaux. Pourquoi on ne peut pas commencer? Elle dit non, vous ne pouvez pas parce que, bon, je ne sais pas. En tout cas, là, je ne peux pas. Et nous sommes partis à Kassangoulou. Carlos Yamba, qui est à Pointe-Noire, au Congo, il dit, après votre expérience en Corée et aux États-Unis, quel conseil vous donnez aux étudiants congolais qui vont aussi étudier à l'étranger? Les étudiants congolais doivent essayer de s'intégrer. Et je crois d'ailleurs, ceux qui partent aux États-Unis savent déjà que là, on ne vous enseigne pas pour travailler chez quelqu'un. Ah oui? Ouais, non. L'idéal, c'est on vous forme dans n'importe quel domaine, vous êtes avocat, tout ça, c'est pour créer une entreprise. Avocat, votre propre cabinet. Pour votre propre cabinet. Ingénieur, votre propre cabinet des ingénieurs, d'architecte. tout ça, d'architecte. Donc l'idéal, c'est vraiment ça. De ne pas chercher à avoir l'intelligence seulement pour travailler. Or, chez nous, on travaille pour intégrer le oui, ministère. on écrit les demandes d'emploi, la demande d'emploi, tout ça. C'est pas vraiment ça. Ce que je vais demander aux jeunes Congolais, c'est ça. C'est-à-dire avoir l'esprit d'entrepreneuriat. L'esprit d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je vais faire dans tout ce que j'apprends? Qu'est-ce que je peux faire pour que je sois mon propre chef? Alors, vous enseignez aux États-Unis. Je vois ici une entreprise qui s'appelle MIB Congo. Voilà. Ça, c'est où ça? Ça, c'est ici, chez nous, c'est à Kassangoulou. Mabige International Business. Ça, c'est notre entreprise. Alors, ce projet, vous voulez le faire comment? Ce projet, nous voulons que ce soit dirigé par les Congolais. Et je sais que ça serait un peu difficile, il y aura la compétition parce qu'il y a déjà d'autres entrepreneurs. Hein. Vous avez parlé des Indiens et autres. Oui, oui. Et ça serait difficile et vous allez constater que... Quand vous allez dans les supermarchés aujourd'hui, mais la majorité Mais des nous sommes là, supermarchés, on est Congolais. On veut aussi investir chez nous. Donc nous allons demander aux Congolais de nous donner confiance. Alors, le président Tshisekedi a dit que ça, c'est votre usine. Ça, c'est ce que nous sommes en train de construire. Oh, c'est magnifique. À Kassangoulou. Il dit qu'il va financer les gens comme vous. Est-ce que vous allez aller aussi au FPI pour chercher un crédit là-bas? Ces histoires-là, je ne vais vraiment pas me baser sur ça. Ah Pas oui? maintenant. Peut-être dans les jours à venir. Si ça vient, ça va. Mais pas optimiste, hein? Je
Je ne veux Vous pas, ne croyez pas à ces fonds nationaux? je ne pense pas que je vais vraiment m'attarder pour aller là-bas maintenant. Ce n'est pas le moment. Comment vous allez vous départager entre les États-Unis, le Bénin et la RDC? D'abord, j'enseigne, donc et nous avons 2 congés. Je suis en congé du mois de décembre au mois de janvier et je suis aussi en congé du mois de mai jusqu'au mois d'août. Donc, ce sont les 2 mois là que je vais essayer de venir ici. Oui. Et quand vous enseignez, vous devez rester là, publier. Alors, les Congolais qui vous suivent et qui sont ici au Congo, qui veulent faire jouer à la loterie pour aller aux États-Unis, etc., conseil pour eux? Bon, je ne veux pas leur demander de ne pas jouer à la loterie, hein. Essayez de jouer, mais il faut avoir une vision. Vous allez aux États-Unis. Il faut savoir ce que vous voulez. Vous voulez aller aux États-Unis pour faire quoi? Et il y a même des amis, quand ils viennent, vous essayez de leur donner des conseils, de suivre la voie de l'enseignement. Ils ne veulent pas. Ils veulent quoi? Ils veulent rester. Donc, chez nous, c'est la sapologie. Hein. Oui, ils veulent chercher l'argent pour acheter des habits. Ça n'a pas changé? Non, pas du tout. Pas du tout. On attend une fête. D'ailleurs, malheureusement, chez nous, il fait tellement froid que vous n'avez même pas beaucoup d'occasion de porter tous ces sapologies, les habits là. Donc, quelqu'un quitte le Congo, il joue à la loterie, il amène sa femme, ses enfants, il arrive aux États-Unis, il travaille un peu, il achète des habits pour aller dans les fêtes. Faire voir. Il ne parle même pas anglais? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors que là, chez nous, quand vous arrivez, il y a des cours d'anglais gratuits. Ah, c'est gratuit? C'est gratuit, vous ne payez pas, c'est gratuit. Il y a des cours d'anglais, là où vous cherchez votre propre emploi du temps pour aller suivre des cours. Mais ils préfèrent aller travailler que d'aller suivre ces cours-là. Et des petits boulots. Et vous allez voir que, comme je vous ai dit, on aime le Congo, on regarde tout ce que nous regardons. Ce n'est pas CNN, hein. C'est les Maboké, c'est les disputes, tout ça à la télé. Comment ça? C'est-à-dire que même à l'étranger, ben oui. Ils regardent les Maboké qui viennent d'ici? Ah oui. Ils ne regardent pas CNN, ils ne regardent pas les États-Unis? C'est vraiment rare. Je ne dis pas que c'est tous les Congolais. Où est l'intégration alors? C'est difficile. C'est pourquoi je vous dis que vous allez voir que les amis, les frères qui sont là, mais qui ne parlent pas bien l'anglais. Donc ils vivent à New York comme à Barumbu? Comme à Barumbu. Et ils vous racontent tout ce qui se passe au Congo en termes de Maboké, tout ça, et des musiques, ce qui nous divertissent aussi. Est-ce que vous êtes un homme chanceux après ce parcours? Je dirais oui. En 10 ans, faire ce que vous avez fait? Je dirais oui. Je dirais oui, mais je dirais aussi que j'avais des ambitions. J'avais des ambitions et j'en ai toujours. Pas seulement de faire la politique, parce que je ne m'intéresse vraiment pas du tout à ça, mais d'entreprendre. Là, c'est au Bénin. Là, nous étions au Bénin dans une conférence. Et juste après, là, nous sommes partis encore en Afrique du Sud pour tenir aussi la conférence. Nous parlons des objectifs du millénaire. Et moi, je parlais sur l'éducation. Parce que je pense que l'éducation et le leadership, c'est ça ce qui nous retarde encore en Afrique. Lorsque nous ne voulons pas... Qu'est-ce qui est à la base du manque d'ambition du Congolais? Je crois que c'est l'enseignement, l'éducation. Je vous ai dit, sinon partons à l'école pour apprendre comment travailler chez M. Jean-Marie. On ne nous apprend pas comment travailler, comment avoir de l'intelligence pour créer ses propres initiatives. On pense que l'État peut tout faire. L'État, les gouvernements doivent faire ceci, les gouvernements doivent faire ceci. Ce n'est pas les gouvernements qui font tout chez nous. Ce n'est pas les gouvernements qui vous font tout. Bien sûr qu'il y a des structures, vous devez suivre. Mais c'est d'abord vous. L'investissement personnel. Investissement personnel. Là, par exemple, c'était où? Ça, c'était dans une conférence au Japon. Au Japon? Au Japon, oui. C'est une conférence au Japon où nous sommes partis. J'étais aussi parmi les conférenciers, où nous parlions d'une publication qu'on avait publiée avec un professeur qui travaille avec moi. C'est lui aussi, c'est un monsieur congolais, monsieur Jean Bolémé. Comme quoi, il n'y a pas que des sapologues, hein? Ah bon, il y a aussi des Congolais intelligents. Beaucoup d'ailleurs. Et pourquoi ils se cachent alors? Je ne sais pas. Pourquoi la diaspora est réduite à Bokecho, aux combattants qui insultent et tout ça? Bon, il faut pas seulement... Peut-être qu'ils ont leurs raisons, que je ne vais pas entrer. Ils ne veulent pas se montrer? Ils ne veulent pas se montrer. Moi, j'ai été découragé de ne pas rentrer au pays par les Congolais. Et vous disent quoi? Non, pourquoi vous allez investir votre argent au Congo? Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez gagner là-bas? Vous allez gagner beaucoup ici, non? En termes de dollars, vous allez gagner ici plus que vous allez gagner au Congo. Pourquoi aller jeter votre argent là-bas? Les gens ne sont pas sérieux. Effectivement, quand je suis venu, je vois que les gens ne sont pas sérieux parce que les montants que je viens de te dire, ils avaient raison. Mais si nous tous, nous faisons la même chose... Et le pays est abandonné. Exactement. Et ça ne vous étonne pas que les Rwandais viennent... Exactement. Et puis on va commencer à se lamenter. Et les Indiens, voilà. Mais ils ont leurs grandes familles ici. Lorsque quelqu'un de la famille tombe malade, on vous demande... C'est les Western Union qui doivent venir, etc. Parce que moi, j'ai dit non, je ne veux pas continuer à donner de l'argent aux gens.
Je préfère créer quelque chose qui pourra nous produire un peu. Alors, je sais que vous avez quelques jours encore à Kinshasa. L'emploi du temps, c'est quoi? Entre la mise en place et puis vous partez? Oui, on est venu d'abord faire la mise en place et puis chercher à créer des contacts. Je ne sais pas si... donc, je vais d'ailleurs rester avec vous en contact. Je sais que vous êtes très bien installé là. Et donc, on va vous aider, il n'y a pas de problème. On va chercher d'abord à créer ces contacts-là pour que, non seulement dans la production, mais on pense déjà à la commercialisation, comment est-ce qu'on va intégrer ces mondes-là. Combien d'œufs vous allez produire? On commence par 20 000. 20 000? On commence par 20 000 œufs par jour. Et puis, l'idéal, c'est dans 2 ans et demi qu'on continue, on arrive à 100 000. 100 000. On est déjà prêt pour l'achat des matériaux, ainsi de suite. Donc, ce qui nous traîne un peu, c'est la construction. Vous avez beaucoup de succès, hein? Ah bon? Quelques questions encore. Toussaint Kazadi, qui est à Libreville, au Gabon, il dit « Je vous suis depuis Gabon. Selon vous, le problème du Congo est-il politique, économique ou managérial ?» Je dirais c'est un problème, c'est un peu du tout, hein, de tout. Mais moi, je ne suis vraiment pas un fervent, quelqu'un qui se lamente trop. J'ai l'impression qu'on se plaint trop. C'est la faute aux autres. C'est la faute aux autres. On se demande tous, qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que moi je fais? Moi, comme disait Kennedy. Exactement. Il ne faut pas seulement se demander qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que l'État fait pour moi, qu'est-ce que moi je fais. On vient ici, pendant qu'on était en train de conduire, à chaque barrière. Nous sommes venus de l'aéroport, on avait notre boarding pass, tout ça, à 23h à minuit. Chaque barrière, même si nous montrons le boarding pass là, on vous demande toujours l'argent. J'ai demandé à mon chauffeur, mon frère, pourquoi vous payez? Non, ils ont Yabana, tout ça. Donc on devait le faire. Général Kassonga, vous voyez, ça c'est la mentalité. Voilà l'image. Lui, il vient des États-Unis, il a son boarding pass, il vient de l'aéroport. Dans la procédure, quand quelqu'un vient de l'aéroport, ça veut dire qu'il vient d'entrer. Donc, il peut passer. J'étais derrière. Mais nos amis là, Bayabana, café, il fait chaud déjà ici. Le café, ici. Ouais. Et j'étais avec mon secrétaire, c'est un Américain, un blanc. Oui. C'est lui d'ailleurs qui m'avait posé la question. Oui. Francis, what's going on here? Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas, mon frère. C'est ce qui se passe. Laissez seulement. Il faut laisser. Laissez seulement, Congo. Voilà. Question qui vient de chez notre pays d'adoption, Cotonou, au Bénin. Voilà. On est suivi là en ce moment, au Bénin. Monsieur Francis, je vous encourage, mais je voudrais vous poser la question si le Bénin est un modèle économique en Afrique. Flatter un peu je dirais qu'il y a beaucoup plus de facilité d'investissement au Bénin qu'au Congo. C'est vrai? Ça, c'est vrai. Les documents administratifs pour en obtenir, ça prend moins de temps que ça a pris au Congo. Voilà. Les dédouanements des conteneurs là-bas au Bénin, ça m'a pris moins de temps qu'ici au Congo. Monsieur le Premier ministre Samaloukonde de Warrior, travaillez s'il vous plaît. Regardez, au Bénin, on a plus de documents rapidement, moins de corruption. Voilà. Si vous voulez qu'il aille au Bénin, il va aller au Bénin. Ouais. Mais moi, je ne conseille pas. Alors, Ida Karim, Tunisie. Ok. Voilà, c'est le Premier ministre. Je vais aussi chercher à présenter mes civilités à ces deux personnes. C'est vrai, hein? Ah oui. Bon, le président, il est encore au Sankourou, là, il part ce matin. Okay. Le Premier ministre est ici à Kinshasa. On va chercher à le voir. Il est gentil, le Premier ministre. Voilà. Le pauvre, il a des difficultés seulement. Les poissons, n'est pas. Ida Karim à Tunis, quel est le modèle économique qui doit être adapté à la RDC? C'est ce que je viens de dire. Donc, les modèles économiques, disons, je ne suis pas un économiste, mais les développements de la base. Les développements il faut former. Il faut former des gens. Parce que dans de nos universités... la culture de la terre. La culture de la terre. Moi, j'ai fait les relations internationales. Oui. Vous allez voir que dans nos auditoires, nous étions ici dans les 2000, hein, ou voire même plus. Hein. Mais quand vous partez dans d'autres départements d'agronomie, il n'y avait pas assez de agronomie, pas de gens. Il n'y a pas de gens. Les mathématiques non plus. Il n'y en a pas, mais vous voyez que dans sciences politiques, sciences polytechnique, non. Voilà. Mais quand vous allez sociologie, histoire, droit, il y a plein de gens. Voilà. Or, on doit commencer à former. On croirait que c'est aux États-Unis. Hein. Ah non. Vous voyez l'usine là, c'est ici. Ça, c'est votre travail. C'est ici. C'est ici. Voilà. Donc, voilà ce que la diaspora doit amener ici. Ouais. Au lieu de nous amener de la SAP, amener ça, c'est mieux. Voilà. Parce que ça crée de l'emploi, et ça développe à Kassangoulou, non loin d'ici, chez Jean-Claude Wemba. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous, on va suivre votre
projet de très près. On va d'abord enquêter pour savoir qui vous a embêté au niveau de la douane et surtout comment on peut trouver des documents en restant trop de temps, alors que voilà les gens qui doivent être bien accueillis, orientés, soutenus, pour que les autres qui les découragent puissent suivre aussi l'exemple. En tout cas, on va essayer de vous faire entrer dans le méandre de la RDC. C'est très bien. Allez, portez-vous bien. Dans quelques instants, le programme de votre chaîne, ça va continuer. Nouvelle année, nouvelle méthode. Cette année, on va vous bousculer pour que vous changez de mentalité, parce que les Congo ne peut se développer qu'avec des personnes qui ne pensent qu'au développement. La politique, la chanson, la SAP, tout ça, c'est rien du tout. Un pays développé, c'est sûr des gens qui travaillent. Allez, bonne année encore.